Mais si je viens mettre une voiture à injection électronique, le petit garagiste, c'est pas qu'il est bête. Je change de garagiste, il y a un garagiste socialiste, épée de droite, de gauche, il n'arrive pas à résoudre. Ça vient pas du garagiste, ça vient de la boîte à outils. Et bien là, les droits de droit déductibles, c'est le premier outil du XXIe siècle. Le premier outil qui a été inventé pour traiter planétairement des problèmes qui sont devenus planétaires. Voilà, et qui permet de traiter un des grands problèmes qui est le thème qui est aujourd'hui, encore une fois, merci aux auditeurs, le thème de la concurrence fiscale entre les États et contribuables qui mettent les États en concurrence. Voilà, monsieur Boyer, merci. Très long, merci, professeur Jean-Claude Martinez, pour son intervention pertinente sur la concurrence fiscale, soit à l'initiative des États ou à l'initiative des contribuables. Il a toujours des effets, comme il a dit, des effets négatifs, mais aussi des effets positifs. Et il a lancé une piste de réflexion pour sortir un peu de la situation sur deux voies. Qu'on attend d'ailleurs pour cette initiative, c'est de l'Union européenne, c'est d'avoir une assiette commune consolidée. Et là, on hésite encore, on n'arrive pas, parce qu'il n'y a pas comme il le dit au-dessus, il n'y a pas d'autorité avec des outils nouveaux pour permettre le dépassement de la situation. Deuxième piste qui reste à creuser aussi, c'est la transposition de la TVA en matière de droits de douane, c'est d'établir ces droits de douane déductibles, en espérant que c'est une voie qui va permettre de surmonter les obstacles qui se font jour devant les États de ce bord. Sans tarder, je donne la parole au professeur Jacques Malherbe, qui nous vient de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique, et qui va nous parler de la concurrence fiscale et les règles applicables aux États dans l'Union européenne. Ça a été cité par le cas de l'Irlande, qui offre peut-être une imposition moins lourde, mais qui réclame à la fois des aides de l'Union européenne. C'est un peu le paradoxe. Et je laisse la parole au professeur de nous éclaircir sur ce point. À vous la parole, monsieur le professeur. Je vous remercie, monsieur le président. Je vais peut-être demander à mon collègue et ami Jean-Claude Martinez de me céder sa place. De faire un échange, non pas de droit de douane, mais de... Et le centre, votre magnifique centre de recherche, leur aimable invitation qui me donne l'occasion d'un échange d'idées avec vous et de remercier en particulier le professeur Ahmed El Manali qui a pris l'initiative de cette réunion sur la concurrence fiscale, sujet évidemment d'une très grande importance. Alors, après la brillante synthèse du professeur Jean-Claude Martinez, vous avez remarqué qu'il est toujours positif et qu'il vient avec des idées neuves. Eh bien, moi je vais être plutôt restrictif et négatif et vous décrire la triste réalité. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi de l'étude de la concurrence fiscale. L'Union européenne, qui date maintenant de 1957, et qui est donc une vieille institution, si on veut, en ce XXIe siècle, a été bâtie, en fait, sur trois grandes idées, au point de vue qui nous intéresse aujourd'hui. Mais d'abord, dans un marché commun, dans un marché intérieur, il faut établir la concurrence. Et donc, la concurrence, on a interdit les ententes entre entreprises qui visent à fixer les prix, à restreindre la circulation des marchandises. Et ça, c'est la première grande idée, et elle a été réalisée. En second lieu, l'Union européenne est fondée sur un certain nombre de libertés économiques, bien sûr aussi les grandes libertés fondamentales de la personne, mais des libertés économiques, la liberté d'établissement, elle est c'est-à-dire dans notre pays, la liberté de circulation des travailleurs, le travailleur européen peut travailler dans toute l'Union européenne, la liberté de mouvement des capitaux et des services. Bien, mais il y a une troisième idée, c'est qu'il faut respecter la souveraineté fiscale des États. Et ça paraît à première vue assez curieux, parce que dans un marché intérieur,
le fait d'avoir des fiscalités différentes, à première vue, va restreindre la concurrence. Et les États vont pouvoir accorder des régimes plus ou moins favorables, comme Jean-Claude Martinez vous l'a décrit, en attirant des investisseurs. Et les investisseurs, c'est qui? Ce sont ces sociétés multinationales qui sont à l'heure actuelle plus importantes que les États. Le budget d'une grande société multinationale dépasse le budget de la plupart des États qui se partagent la planète. Alors, enfin, souveraineté fiscale. Alors, qui dit souveraineté fiscale, essentiellement en matière d'impôts directs, et en matière d'impôts indirects, les nécessités économiques, le professeur Philippe Bert nous en parlera demain, pousser l'Union européenne, tous les États de l'Union, à adopter la TVA. TVA, brillante invention française. Il paraît qu'il y avait des Norvégiens qui l'avaient inventé avant, mais ils ne sont jamais parvenus à le prouver. Donc, disons, invention du professeur Maurice Lauré. Et en matière d'harmonisation fiscale, impôts directs, nous avons très peu de choses. Nous avons quelques directives sur les mouvements de dividendes entre entreprises, sur les fusions, sur les mouvements, les prêts entre sociétés d'un même groupe, mais c'est relativement restreint. Donc, concurrence fiscale. Et alors, dans cette concurrence fiscale, le traité, qui est actuellement le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, issu du traité de Lisbonne, le traité de l'Union européenne a été modifié plusieurs fois, vous savez, à Maastricht, à Amsterdam, maintenant il est dans sa forme finale du traité de Lisbonne, et ce traité prévoit, dans son article 107, qui se trouve dans le titre de la concurrence et pas dans le titre de la fiscalité, prévoit une interdiction des aides d'État. Car si des entreprises, en concluant des ententes, peuvent restreindre la concurrence, eh bien, les États, en accordant des subsides à leurs entreprises, peuvent encore plus fausser la concurrence, puisqu'ils disposent de moyens considérables. On l'a vu récemment, on a vu que la plupart des États européens étaient contraints d'aider leurs banques. Eh bien, en aidant les banques, fatalement, on fausse la concurrence entre les banques. Bon. Alors, donc en principe, nous allons le voir, cela va être interdit. Mais, c'est curieux, est-ce que l'Union européenne, en faisant cela, ne se tire pas une balle dans le pied, comme on dit dans l'Ouest américain? Parce que cela veut dire que, par exemple, le Maroc peut, par des aides d'État, attirer des entreprises, n'importe quel pays extérieur à l'Union européenne peut attirer des entreprises, et en revanche, dans l'Union européenne, on va interdire à la France de créer des aides d'État, parce que cela pourrait nuire à l'Allemagne et aux entreprises allemandes, mais, entre-temps, tous les autres pays extérieurs à l'Union européenne vont pouvoir le faire. Alors c'est assez curieux. C'est une idée qui est tout à fait étrangère, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, les 50 États de l'Union ont des aides d'État, des aides du Wisconsin ou du Nevada, pour attirer les entreprises. Et jamais dans la Fédération américaine, on a considéré que cela nuisait à la concurrence intra-américaine. Donc c'est une idée européenne. Nous allons essayer de voir si elle est bonne ou pas et comment elle est mise en pratique. Alors, en principe, interdiction des aides d'État. Qu'est-ce que c'est qu'une aide d'État? Eh bien, c'est une aide qui est accordée au moyen de ressources de l'État, généralement un subside, mais également, éventuellement, une mesure fiscale. Une mesure fiscale, ça veut dire que les États ne sont plus souverains au point de vue fiscal. S'ils accordent un avantage fiscal à certaines entreprises, on pourrait les critiquer, et donc, voilà un puissant instrument fiscal qui vient empiéter sur la souveraineté des États. Eh bien, c'est exact, c'est bien le cas. Alors,
n'avait pas du tout eu cette idée que l'interdiction des aides d'État pouvait aller au-delà des subsides et s'appliquer aux aides fiscales. Mais oui, je vais prendre votre place, on va passer au professeur Martinez, pour pouvoir jouer avec le poème. Donc, interdiction d'une aide d'État, c'est-à-dire d'un avantage accordé par l'État et qui va éventuellement fausser la concurrence, affecter les échanges entre les États membres, donc il faut qu'il ait une certaine importance, qu'il puisse avoir un effet au-delà des frontières, et d'autre part, il faut qu'il soit sélectif. Alors, le professeur Martinez a parlé de l'Irlande, qui a un taux d'impôt extrêmement bas, mais ça va, parce que ça s'applique à toutes les entreprises qui sont en Irlande. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est favoriser un certain secteur d'entreprise, que ce soit un secteur géographique ou bien un secteur d'industrie ou de commerce particulier. Bien entendu, il y a des aides qui ne sont pas ciblées. Ce sont des aides qu'on accorde, par exemple, à la consommation ou les aides qui vont réparer les conséquences des catastrophes naturelles. Ça, c'est évident. Et puis, il y a un élément, je ne dirais pas arbitraire, mais il faut bien que quelqu'un puisse décider si une aide d'État, qui est en principe interdite, est compatible avec le marché commun, avec le marché intérieur ou pas. Alors, cette autorité qui va pouvoir la décider, c'est la Commission européenne, et uniquement la Commission européenne. Donc, un tribunal national en Europe peut vous dire, voilà, ça c'est une aide d'État, ou ça c'est pas une aide d'État. Mais il ne peut pas vous dire, si c'est une aide d'État, eh bien je considère qu'elle est compatible avec le marché commun. Non, cela, il n'y a que la Commission européenne qui peut le dire. Et elle peut aussi déclarer d'une façon générale que certains types d'aides sont compatibles avec le marché commun. Les aides qui visent par exemple à développer des régions en difficulté. Pensons aux mezzogiorno italiens et actuellement à des régions, des nouveaux États qui ont accédé à l'Union, comme la Roumanie ou la Bulgarie. D'autres projets qui sont des projets d'intérêt commun européen. Pensons à Airbus, par exemple. Des aides de type culturel. Bon. Donc tout cela, la Commission va fonctionner ou bien en prenant des lignes directrices ou des règlements assez généraux qui autorisent certains types d'aides, par exemple des aides de peu d'importance financière, ou bien au cas par cas, en disant oui voilà, telle aide va être compatible, mais à telle condition. Vous allez devoir remplir certaines conditions, ou bien telle aide est incompatible. Quel est son rôle? Eh bien, son rôle est d'abord de passer en revue les aides d'État qui existent au départ. Parce qu'au départ du marché commun, vous allez me dire, c'est ancien, 1957, oui, mais on n'a pas découvert tout de suite la potentialité de cet instrument d'interdiction des aides d'État. À vrai dire, tout notre capitalisme européen s'est construit au XXe siècle sur l'intervention de l'État. Pensons à ce qu'était l'intervention de l'État, encore en 1945, en France, quand le général de Gaulle, par exemple, nationalisé les banques. La France était un régime étatique. On ne se comparait pas à l'étatisme de l'Union soviétique à l'époque, mais l'Angleterre aussi. En fait, il y avait des entreprises d'État dans tous les grands États européens. Alors, après avoir passé en revue les aides, la Commission peut dire que l'aide n'est pas compatible, et pour les aides nouvelles qu'on introduit, elles doivent être notifiées à la Commission. Si elles ne sont pas notifiées, elles sont ipso facto interdites. Et puis, une fois qu'elles ont été notifiées, la Commission passe à l'examen de l'aide. Elle prend une décision. Et si l'État en question n'est pas content de la décision, qu'est-ce qu'il fait? Il peut introduire un recours. Alors nous avons dans l'Union européenne deux tribunaux, si on veut, deux cours de justice. L'une est ce qu'on appelait le tribunal de première instance, c'est lui qui est compétent, le premier chef en matière d'aide d'État, qui va dire si la Commission a pris une bonne décision ou pas. Et si on n'est pas d'accord, on peut aller en appel devant la Cour de justice européenne, qui siège à Luxembourg, comme le tribunal d'ailleurs, et la Cour de justice, elle ne peut se prononcer que sur la question de droit.
un peu comme une cour de cassation. Bon. En 1997, il s'est passé un événement important dans la construction européenne. On s'est aperçu de l'existence de cette concurrence fiscale dommageable entre États. Et les États, à première vue, n'ont pas pensé immédiatement à l'interdiction des aides d'État. Déjà, il y avait des décisions, mais assez peu. Alors, ils ont imaginé un instrument politique que nous avons appelé, je ne sais pas bien pourquoi, le code de conduite. Voilà, il faut, entre États européens, avoir une bonne conduite fiscale en matière de concurrence, et vous ne pouvez pas prendre des mesures qui vont nuire à vos voisins en attirant des entreprises dans votre pays au détriment de vos voisins. Et puisqu'il y a un code de conduite, on va créer un comité qui est chargé de faire une liste de ces mesures fiscales dommageables. Et ce comité a été présidé par une dame anglaise qui était secrétaire d'État aux finances, Madame Primarolo, et ce comité a fait une liste des mesures fiscales dommageables. Assez curieusement, aucune de ces mesures ne concernait l'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi. La présidente était anglaise. Et donc tous les autres pays se sont vus, je dirais, mis à l'index à certains égards. Et d'ailleurs, nos collègues portugais, le professeur Dos Santos et le professeur Senorico Palma, qui sont ici, étaient membres, au nom du Portugal, de ces groupes qui pourront donc vous en parler avec une expérience directe. Bon, mesures politiques. Mais, qui dit mesures politiques, dit mesures non obligatoires. On dit à la Belgique, ah, attention, là, au centre de coordination, nous parlons, ça c'est une mesure fiscale dommageable. Et la Belgique répond, vous croyez? Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, rien à faire. En revanche, la Commission peut dire, dites, Royaume de Belgique, là, vos centres de coordination, c'est une aide d'État, et on va les interdire. Alors là, c'est une mesure qui est évidemment beaucoup plus efficace. Mais les États se sont demandé, est-ce que vous pourriez, vous, la Commission, nous expliquer un peu ce que sont ces aides d'État en matière fiscale? Parce que jusqu'à présent, on en a très peu parlé. Et la Commission alors a émis une communication, en 1998, faisant une description de ce que sont les aides d'État en matière fiscale. Cette communication, elle n'est pas géniale. Elle vous dit qu'une aide fiscale, ou bien c'est une réduction de l'assiette fiscale, ou bien c'est une réduction de l'impôt lui-même, ou bien, en définitive, c'est toute mesure qui amène l'État à perdre des recettes fiscales pour aider les entreprises. Voilà. Tout ça sont des aides fiscales. Et, bien entendu, ça doit être sélectif, si ça s'applique à la totalité. Mais par exemple, il y a une grosse différence de charge fiscale entre ce qu'on appelle, c'est le président Bush qui avait inventé l'expression de la vieille Europe à la nouvelle Europe. La nouvelle Europe, c'était les bons, ceux qui étaient d'accord avec le président Bush, la vieille Europe, c'était les autres. Et particulièrement la France du président Chirac qui avait osé le contredire sur la guerre en Irak. Bon, alors la vieille Europe a des taux d'impôt assez élevés. Et la nouvelle Europe a des taux d'impôt plus bas. Ça, c'est de la concurrence fiscale, bien sûr, mais elle est autorisée. Ce n'est pas une aide d'État parce que c'est une mesure générale. Chaque pays conserve le droit de construire son système fiscal comme il l'entend et de le moduler entre impôt direct, impôt indirect, de créer ses taux, etc. Alors, donc une mesure fiscale générale ne va pas tomber dans le champ de l'interdiction des aides d'État, et il en sera de même, alors ça c'est plus subtil, des mesures qui sont liées au schéma général du système fiscal. Qu'est-ce que c'est que le schéma général du système fiscal? Eh bien, si vous avez par exemple des mesures en matière d'amortissement, amortissement des installations, ben, ça va, si l'amortissement est rapide, s'il est accéléré, ça va favoriser les entreprises qui ont pas beaucoup de machines, au détriment des entreprises qui ont pas beaucoup de main-d'œuvre. Mais ça, c'est le schéma général du système fiscal. Et donc, ça, c'est autorisé. Alors, passons, si vous voulez, brièvement en vue les mesures qui vont être interdites, je dirais d'après leurs caractéristiques.
Eh bien, d'abord, une aide d'État, c'est un avantage qui est accordé par l'État sans contrepartie. Parce que si vous dites à une entreprise, je vais vous accorder un avantage, mais en contrepartie, vous allez accorder, vous, quelque chose à l'État ou à l'économie en général, là, c'est plus une aide d'État, ça se discute. Et cet avantage, par exemple, une réduction d'impôt, il peut être direct ou indirect. Je prends un exemple. Car, à vrai dire, tout cela est affaire de jurisprudence. Les exemples, ce sont des décisions de la Commission, et c'est ça qui nous enseigne en définitive ce qu'est une aide d'État. Voilà qu'en Allemagne, au moment de la réunification de l'Allemagne, on accorde des avantages à ceux qui investissent dans des sociétés qui vont à leur tour investir dans les nouveaux États allemands, des États d'Allemagne de l'Est qui ont besoin de se développer. Eh bien, c'est un avantage accordé indirectement à ces entreprises qui se trouvent en Allemagne de l'Est. Donc, c'est un avantage qui a une influence sur le marché commun, parce que ça va favoriser ces entreprises d'Allemagne de l'Est au détriment d'entreprises d'autres États. Donc, c'est interdit. Voilà. En revanche, si l'entreprise à laquelle on accorde une aide, par des moyens fiscaux, accomplit en contrepartie des obligations de service public, ben là, elle donne une contrepartie. Par exemple, je prends l'exemple d'une taxe française qui s'appliquait aux ventes de médicaments par les pharmacies et par les laboratoires, mais qui ne s'appliquait pas aux ventes effectuées par des distributeurs, par des grossistes. Pourquoi? Parce que les grossistes doivent maintenir un stock de médicaments, ce qui coûte cher, maintenir un stock, de façon à ce que la population puisse être servie en tout temps. Eh bien, cette exonération d'impôts qui coûte à l'État et qui est accordée aux grossistes en médicaments a été jugée légitime parce qu'elle était la contrepartie d'une espèce d'obligation de service public. Vous voyez, la nuance est parfois difficile à percevoir. Alors, il faut bien entendu que cette aide soit consentie avec des ressources de l'État, des ressources fiscales ou autres. Par exemple, dans l'affaire du Crédit Lyonnais, qui a défrayé la chronique pendant des années, on a même écrit un livre qui s'appelle Crédit Lyonnais, il y avait une filiale du Crédit Lyonnais qui s'appelait Stardust et qui bénéficiait d'aide de la part de cette banque publique, puisqu'elle n'était pas détenue par l'État à la suite de la déconfiture du Crédit Lyonnais. Seulement, c'était la banque qui décidait, ce n'était pas l'État. Et donc, on a jugé que ce n'était pas une aide d'État. Alors, un autre exemple est maritime. Nous connaissons tous les pavillons de complaisance, les bateaux libériens, panaméens qui emplissent les ports et les mers. Et les Allemands, à un moment donné, se sont énervés en disant que nous allons aussi accorder des avantages à la marine commerciale allemande. Eh bien, les marins étrangers vont être exonérés de sécurité sociale. Bon, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire que les navires patrimoniaux allemands vont pouvoir engager à des conditions défiant toute concurrence des marins pakistanais ou philippins qui ne vont n'avoir aucune protection sociale comme d'habitude. Bon, on va dire, non, c'est scandaleux, le système de protection sociale allemand, c'est une aide d'État. On a dit non, c'est l'intervention de l'État allemand dans un contrat privé, le contrat passé entre un armateur et un marin. Donc, l'aide accordée par l'État va souvent être accordée sous la forme d'une taxe qui est levée sur certains agents économiques pour en favoriser d'autres. Alors, je m'excuse, peu avant le déjeuner, de vous donner un exemple qui est peu ragoûtant, puisqu'il s'agit d'une taxe relative aux abattoirs. Mais enfin, bon, il faut parler de tout. La France avait imaginé une taxe d'équarrissage, qui était destinée à financer l'élimination des carcasses d'animaux morts dans les abattoirs. Je vous ai dit, c'est pas ragoûtant. Bon, et cette taxe était levée sur les boucheries, les producteurs de viande, et
d'une aide accordée aux abattoirs. En revanche, il y a toujours le conflit éternel entre la grande distribution et la petite distribution, les magasins, les petits indépendants, et la France avait introduit une taxe sur les grandes surfaces, et cette taxe servait à financer les pensions des indépendants, donc essentiellement des petits commerçants. Seulement, il n'y avait pas de lien entre l'un et l'autre. La taxe allait au budget, et le budget finançait les pensions. Là, comme il n'y a pas de lien direct, on a jugé que ce n'était pas une aide. Alors, évidemment, vous pouvez vous dire, et l'État peut objecter, en disant, écoutez, j'accorde une aide, mais en définitive, cette aide ne me coûte rien. Parce qu'elle attire des investisseurs dans mon pays, et ces investisseurs vont payer des impôts, donc j'ai avantage à accorder ces aides. Oui, ça c'est précisément le genre de raisonnement qu'on ne peut pas tenir. On ne peut pas faire une analyse coût-bénéfice, parce que sinon, ça c'est permettre la distorsion de concurrence par l'octroi des aides d'État. Donc ce raisonnement ne tient pas. Par exemple, l'Italie, toujours particulièrement subtil, avait imaginé, parce que les droits d'accise sur les carburants sont très élevés en Italie, d'accorder aux transporteurs italiens une réduction de ces droits d'accise qui ne s'appliquait pas aux transporteurs autrichiens, suisses ou autres. Enfin, les Suisses n'entraient pas en ligne de compte, les Autrichiens. Alors, ils ne peuvent pas faire ça. Mais écoutez, c'est uniquement pour compenser un désavantage. Les malheureux transporteurs italiens sont soumis à des droits d'accise plus élevés. Et vous pouvez changer vos droits d'accise si vous voulez, mais vous ne pouvez pas accorder une réduction aux Italiens que vous n'accordez pas aux autres transporteurs européens. Troisième élément, troisième critère de ces aides d'État, nous avons donc le fait qu'ils sont accordés sans contrepartie, le fait qu'ils coûtent de l'argent à l'État, et le fait, en troisième lieu, qu'il doit avoir un effet sur les échanges. Donc, il doit s'agir d'agents économiques. Par exemple, en France, on a critiqué à un moment donné, au titre des aides d'État, certains subsides accordés aux chambres de commerce. Il y a une chambre de commerce à Rouge aussi. La chambre de commerce, elle n'est pas en concurrence avec les entreprises. Elle vise à la promotion générale des entreprises. Donc, un libre emploi, vous êtes en dehors de la sphère économique, il n'y a pas d'aide d'État. Mais, pour qu'il y ait distorsion de la concurrence, il faut évidemment que l'aide ait une certaine importance. Eh bien, toute aide qui va être accordée à des entreprises multinationales, par définition, va avoir un effet sur la concurrence. Je prends un double exemple. La Belgique avait mis au point ce qu'on appelait des centres de coordination. Il y en avait 300 ou 400 en Belgique, il y en a toujours beaucoup d'ailleurs. Et ces centres de coordination, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des banques. Des banques intérieures à un groupe, elles prêtaient de l'argent. Elles empruntaient de l'argent, elles empruntaient, elles avaient une marge bénéficiaire. Et cette marge bénéficiaire n'était pratiquement pas taxée. Résultat, ces centres de coordination venaient s'établir en Belgique. Vous savez qu'il y a une concurrence éternelle entre les Belges et les Hollandais. Et les Hollandais se sont dit, les Belges ont trouvé quelque chose, on va trouver quelque chose aussi. Et ils ont trouvé des sociétés de financement néerlandaises. Là, ça consistait à dire, une société hollandaise va prêter à des sociétés du groupe dans le monde entier, et elle peut établir une provision déductible au point de vue fiscal de 80% de son bénéfice. Parce que prêter, c'est dangereux. Prêter dans le groupe, c'est pas tellement dangereux. Enfin, bon, ces deux systèmes ont été jugés constitutifs d'aide d'État parce qu'ils avaient un effet sur les échanges. Et d'ailleurs, on a vu, ces centres de coordination venir s'établir en Belgique, ces sociétés de financement venir s'établir aux Pays-Bas. Alors, pour vous montrer ce qui arrive, c'est que la Belgique a remplacé ce système qui était sélectif, puisqu'il s'adressait à des entreprises financières, par un système général. Et ce système général, qui a été
considéré comme génial au début, mais qui ne l'est pas tellement parce qu'il coûte très cher, c'est le système des intérêts notionnels. En Belgique, quand vous créez une entreprise, que ce soit un centre de coordination ou un autre type d'entreprise, avec un gros capital, vous pouvez déduire des intérêts théoriques payés sur ce capital. Donc, vous ne payez rien du tout, mais vous pouvez déduire actuellement 3,8% de votre capital au titre d'intérêt théorique. Et donc, ça pourrait faire de faire quoi? De faire baisser le taux d'impôt, puisque vous avez une déduction, qui est une simple dépense fiscale, qui ne correspond à aucune sortie. Ce qu'il y a, c'est que ça coûte très cher à l'État, mais c'est une mesure générale, et donc elle n'est pas interdite au titre des aides d'État. Et j'en viens alors au quatrième et dernier critère de l'aide d'État, qui est le plus important, c'est la sélectivité. L'aide d'État est sélective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, toute aide qui est discrétionnaire, qui dépend de la décision du gouvernement, par exemple, ou d'un organisme, est par définition sélective, puisqu'on peut choisir son destinataire. Alors ça, c'est une caractéristique du système fiscal français. Le système fiscal français, généralement, vous dit, ben voilà, vous avez droit à l'avantage, mais pour vérifier s'il est justifié ou pas, vous allez vous adresser au ministre de l'économie et des finances, qui va vous dire si oui ou non vous pouvez en bénéficier. Alors les ministres de l'économie et des finances en France sont généralement des gens brillants. M. Giscard d'Estaing, Mme Lagarde, ce sont des gens brillants, et donc leurs décisions sont généralement justifiées, mais elles sont discrétionnaires. Et par exemple, c'était plutôt dans le domaine ici des investissements maritimes, les groupements d'intérêt économique se formaient entre entreprises pour financer, par exemple, la construction de navires. Et qui dit construction de navires dit gros amortissements, dit donc déduction des bénéfices. Et ces gros amortissements étaient limités en France au montant des loyers qu'on pouvait tirer de l'équipement dans lequel on avait investi. Mais il y avait une exception pour le transport maritime. Là, et cette exception faisait l'objet d'une décision discrétionnaire du ministre. C'est-à-dire là, vous avez une dérogation au régime général du Code général des impôts, et cette dérogation est discrétionnaire, donc c'est une aide d'État. Un exemple beaucoup plus simple, en Espagne, dans une ville, Valence, on exonère les banques publiques d'une taxe municipale sur les locaux. C'est dans une ville, c'est une taxe municipale, mais c'est une aide d'État, parce que les villes sont assimilées, les communautés régionales, locales, sont assimilées aux États. C'est une aide sectorielle à la banque. L'Italie, à nouveau, l'Italie avait un système bancaire moins concentré, moins centralisé que les autres États. Et donc, l'Italie a favorisé les fusions de banques en accordant aux banques fusionnées, notamment, un taux d'impôt réduit de 12,5%. Évidemment, c'est une aide aux banques. C'est une aide aux banques, c'est une aide aux fusions de banques, et de nouveau, c'est une aide d'État pour une aide. Alors, encore plus compliqué, mais cette jurisprudence est vraiment compliquée, et elle est compliquée et elle est dangereuse, puisque toute aide d'État qui n'est pas notifiée est automatiquement interdite. Et lors d'un brillant colloque qui a eu lieu en France, dans le cadre des entretiens du Palais Royal, un praticien faisait remarquer combien il était difficile pour l'État de savoir si la mesure qu'il prenait était ou non une aide d'État qui pouvait être octroyée. En Autriche, on diminuait les taxes sur l'énergie en faveur des entreprises de production, en excluant donc des entreprises de services. Du coup, on a dit que c'est une aide d'État à un type d'entreprise, c'est qui produisent des biens, et ce n'est pas général, puisque c'est en pas aux entreprises qui rendent des services. Bon. Alors, très bien, on va l'étendre aux entreprises qui produisent des services. Oui, mais cette réduction de taxes n'était accordée qu'à partir d'un certain seuil. Et donc, a dit la Commission, c'est bien ce que vous avez fait, mais ce n'est pas assez, parce que vous favorisez les grandes entreprises au détriment des petites. Et donc, c'est toujours une aide d'État. Alors, ils ont abandonné.
Un autre exemple, qui est encore plus étrange, et que s'il y a parmi vous des praticiens des restructurations internationales, vous allez reconnaître, l'Espagne avait un système dans son code, dans sa loi d'impôt sur les sociétés. Il disait, ben voilà, si une entreprise espagnole acquiert une entreprise étrangère, il y a la valeur comptable des actions, et puis tout ce que vous payez au-delà de la valeur comptable de l'entreprise, c'est un goodwill en fait. Voilà, fonds de commerce. Eh bien ce fonds de commerce étranger que vous avez acheté, vous allez pouvoir l'amortir en 20 ans. Ah bon, très bonne idée. Ça veut dire que quand vous qualifiez une fusion internationale, généralement, on mettait la société de tête en Espagne. Parce que ça n'existait dans aucun autre pays. Si vous achetez des actions, vous ne pouvez pas les amortir, c'est un actif financier. Et là, vous pouviez amortir ce goodwill. Alors, on a fait ça pendant des années. Et puis la Commission a dit, écoutez, là, c'est une aide d'État. Vous favorisez les entreprises espagnoles qui acquièrent des sociétés étrangères. Et donc, vous parvenez à localiser les sociétés de tête en Espagne. Et malgré une défense énergique, l'Espagne a été condamnée. Donc ça, c'est, je dirais, une sélectivité sectorielle, généralement s'adressant aux entreprises financières. Alors, le gros problème, et mon collègue Marc Bourgeois vous en parlera du point de vue de la Belgique, le gros problème, c'est la sélectivité géographique. Pourquoi? Eh bien, parce que, alors là, je prends une position qui ne sera peut-être pas partagée par tout le monde, parce qu'en Europe, nous sommes en train de retourner au Moyen-Âge, du point de vue fiscal. Vous allez me dire comment? Eh bien, par la régionalisation. La régionalisation consiste à démanteler les pouvoirs de l'État central au détriment d'entités régionales, au motif qu'il faut rapprocher le pouvoir politique du citoyen. Alors, ce problème est un problème ancien, et il avait été résolu à la Révolution française. À la Révolution française, les Jacobins étaient centralisateurs et les Girondins étaient plutôt fédéralistes. Un beau soir, les Jacobins ont fait guillotiner les Girondins. Et le problème était résolu. Mais il n'était pas résolu de façon définitive, parce que les Girondins sont revenus, ils seront parmi nous, et l'Espagne, par exemple, s'est régionalisée. La Belgique s'est régionalisée, d'autres pays, l'Italie actuellement veut passer à un système régional d'impôt. Alors on peut discuter, mais la question qui nous intéresse ici, si une région accorde des avantages fiscaux, est-ce qu'il s'agit d'un avantage sélectif ou pas? Ben, à première vue, vous allez me dire, ben, évidemment, puisqu'il est accordé qu'aux entreprises qui se trouvent dans cette région. Et donc, par rapport à l'ensemble de l'État concerné, c'est une aide sélective. Après avoir pris une décision apparemment en ce sens, la Cour de justice est revenue sur sa position et a dit, écoutez, non, pas nécessairement. Parce que si la région en question a vraiment un pouvoir fiscal, si elle a une autonomie institutionnelle, si d'autre part elle a une autonomie procédurale, elle peut décider elle-même de son régime fiscal, sans doute en se concertant avec l'État central ou avec les autres régions pour éviter de trop grandes distorsions, mais enfin elle a une autonomie procédurale. Et d'autre part, elle a une autonomie économique, c'est-à-dire que si elle décide, dans le cadre de son régime fiscal, d'accorder des réductions d'impôts, l'État central ne va pas venir l'indemniser, lui faire un transfert. Donc, ça lui coûte à elle-même, à la région en question. Eh bien, à ces trois conditions, on va prendre comme critère de sélectivité le territoire de la région et pas le territoire de l'État. On va voir quels sont les effets de l'aide dans la région elle-même. Et ça s'est essentiellement posé dans le cadre du
Pays Basque espagnol, des provinces du Pays Basque espagnol, l'une étant Álava, où on avait accordé une aide d'État, une aide locale de la province d'Álava à de grandes entreprises, et où la province voisine, qui était la province espagnole de la Rioja, qui se trouve en dehors du Pays Basque, a dit ça ne va pas, nous avons des entreprises qui se déplacent de la Rioja vers Álava. Et sur cette plainte, oui, ben, ça, c'est en principe interdit. Et puis la jurisprudence a évolué. Je ne parlerai pas des Açores de Madère, parce que nous avons des experts portugais qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mais sur le problème espagnol, on a fini par dire, ben voilà, ça va si la région, le Pays Basque, a vraiment une autonomie, et le Pays Basque peut-être pas vraiment une autonomie dans le cadre constitutionnel espagnol. Et puis, il reste l'exception. Est-ce que le système, s'il est régional, est un système fiscal général? Est-ce que la mesure est justifiée par l'économie générale du système? Et alors, je vais aborder ici un vieux conflit, qui est le conflit de Gibraltar. Je ne sais pas pourquoi, nous savons tous pourquoi, le royaume d'Espagne n'aime pas beaucoup l'enclave de Gibraltar. Nous savons tous que l'origine historique est obscure, puisque à la fin de la guerre de succession d'Espagne, il y avait d'une part les Français qui voulaient imposer un roi à l'Espagne, et d'autre part les Autrichiens qui considéraient que ça leur revenait. Les Autrichiens et les Français se sont battus en Espagne pendant un certain nombre d'années. Les Anglais sont passés par là et ils ont pris Gibraltar. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils l'ont tout. Bon, donc voilà, ça crée un problème. Et Gibraltar a un système fiscal vous en parlerez, mon cher collègue, des paradis fiscaux. On considère que Gibraltar est un paradis fiscal. Bon, alors Gibraltar, nous, c'est embêtant, on considère que c'est un paradis fiscal, nous allons changer notre système fiscal. Donc nous avions une exonération des sociétés dites offshore, des sociétés qui n'ont pas d'activité à Gibraltar. Eh bien non, voilà notre système. Notre système, c'est que l'impôt, il est basé sur le profit. Jusque-là, ça va. Et d'abord, il est basé sur le nombre d'employés qu'a une société. Et puis, il est basé sur la surface de bureau qu'occupe une société. Et il y a un maximum qui est 15% des bénéfices. Oui, la commission, écoutez, ça c'est la même chose que le système précédent. Ça veut dire qu'une société offshore qui a son domicile chez un avocat ou chez un notaire à Gibraltar, elle n'a pas d'employés, elle n'a pas de surface de bureau, donc elle ne paye pas d'impôt. Ah, non, c'est un système. Nous avons un petit territoire, et donc nous sommes économes de notre espace, et c'est la façon dont nous avons conçu notre système. À la commission, mais pas du tout. J'ai interdit votre système, il est sélectif. Alors, le tribunal de première instance, assez curieusement, a dit à la commission, mais non, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé parce que vous n'avez pas défini ce qu'est le système général de Gibraltar, par rapport auquel il y aurait une dérogation. Et dit la commission, écoutez, c'est le système général lui-même qui constitue une aide d'État. Non, les tribunaux vous trompez. Alors, je dois corriger mon transparent parce qu'il y a quelques semaines, la Cour de justice, saisie en appel par la commission qui n'était pas contente, a dit mais non, le tribunal de première instance, c'est lui qui s'est trompé, et il ne faut pas définir un système général si le système fiscal est en lui-même constitutif d'une aide d'État aux sociétés offshore, eh bien, ce système doit être en principe interdit. Voilà. Et donc, ça, c'est le système d'interdiction des aides d'État. Alors, pour conclure, comment ce système se distingue-t-il de l'interdiction politique de la concurrence dommageable du système du code de conduite? Et est-ce qu'il est possible qu'un système soit permis au regard des aides d'État, mais condamné au regard du code de conduite, condamné sans sanction, mais condamné tout de même? Eh bien oui. Eh bien oui. Par exemple,
À Malte, il existe un système particulier de taxation des sociétés qui ont des activités internationales. Il est impossible de l'expliquer en moins d'une heure parce que c'est un système inspiré du droit anglais. Et tout système inspiré du droit anglais est tellement compliqué que nos esprits continentaux, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, ne peuvent pas le comprendre. S'il n'y a pas d'argument en anglais, il n'y a pas d'anglais parmi nous, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais donc, peu importe, ce système avait été considéré comme ne constituant pas une aide d'État, mais le groupe de travail du Code de conduite a considéré qu'il bénéficiait aux actionnaires étrangers et que donc il était dommageable. Reste à voir ce que Malte va faire de cette décision. Et demain, les sociétés de centralisation de trésorerie en France bénéficiaient d'une exception à ce qu'on appelle la règle de sous-capitalisation. Règle de sous-capitalisation qui consiste à considérer comme des dividendes non déductibles des intérêts quand ils sont payés sur des capitaux trop importants par rapport au capital de la société, des prêts trop importants par rapport au capital de la société. Et il y avait une dérogation au profit des sociétés de centralisation de trésorerie des groupes en France. Alors le groupe du Code de conduite a dit ça va, ce n'est pas de la concurrence fiscale dommageable, mais la Commission a dit que c'était une aide d'État. Et donc vous voyez que nous nous trouvons en face de deux systèmes qui sont différents et qui s'appliquent dans l'Union européenne. Je répète qu'ils ne s'appliquent pas, bien sûr, en dehors de l'Union européenne, et qu'en dehors de l'Union européenne, il y a que les systèmes que le professeur Martinez nous a décrits, bien entendu, interdiction des subsides dans le cadre de l'OMC. Ça peut également concerner des mesures fiscales. On l'a vu notamment à propos de mesures fiscales américaines qui s'appliquaient aux sociétés d'exportation, ce qu'on appelait les Foreign Sales Corporations, ces sociétés qui avaient un régime fiscal favorable parce qu'elles exportaient, et ce régime a été condamné par un panel de l'OMC. Et donc nous nous trouvons dans le monde à devoir naviguer entre les interdictions de l'OMC, qui à vrai dire en matière de fiscalité directe n'ont que très rarement des effets, l'interdiction des aides d'État au sein de l'Union européenne et le fait qu'en dehors de l'Union européenne, les aides d'État ne sont généralement pas interdites. Et c'est ce qui fait, ce genre de comparaison, qui fait tout l'intérêt de ce colloque, de cette réunion sur la concurrence fiscale. Nous allons pas à pas découvrir toutes les virtualités de ce concept que je remercie encore l'Université Mohamed Ier d'avoir organisé. Merci au professeur Madère pour sa brillante intervention sur les aides fiscales, plutôt les aides d'État. Entre autres, les aides fiscales, ce sont parce qu'il parlait des mesures fiscales, quand est-ce qu'elles sont considérées comme des aides d'État interdites. Et il a bien résumé qu'il s'agit d'une analyse au cas par cas, mais quand même qui se font sur certains principes que la mesure doit être générale et ne doit pas être spécifiée à une catégorie ou à un secteur, et donc il doit être d'une application générale. Je vous remercie encore, et là j'ouvre le débat. Nous avons jusqu'à 13h, nous avons devant nous dans 45 minutes. Et donc j'ouvre la liste des personnes et je demande à toute personne qui intervient à la fois de décliner son identité et bien sûr de présenter sa question. Et j'espère que ce soit aussi vrai. Honoré dans ce colloque. Donc ma question, je m'adresse à M. Martinez. Donc il me semble que trouver des solutions et adopter des théories, c'est une chose qui est un peu difficile, mais le plus difficile, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces solutions en pratique, et surtout dans un pays sous-développé, étant donné qu'il faut concilier entre les intérêts du contribuable et les intérêts de l'État, c'est-à-dire réaliser un revenu considérable en matière fiscale. Dans le domaine de l'IS. Donc, pourvu la particularité, par exemple, des pays sous-développés et surtout le Maroc,
l'existence d'un secteur informel important, la particularité de la société marocaine. Est-ce qu'on peut effectivement réaliser une concurrence fiscale bénéfique pour la société? Merci. Nawal, votre droit de commencer à faire. Je remercie tous les profs. Je m'adresse à M. Martinez. Est-ce que la mondialisation du système fiscal profite-t-elle plus pour les entreprises des pays développés, étant donné le nombre considérable des grandes et moyennes entreprises, alors que les entreprises en pays en voie de développement se présentent souvent sous forme de micro, petites et moyennes entreprises. Et les grandes entreprises sont au nombre limité. Et merci. Et tous les profs, l'initiative de cette colloque. La question se pose générale. Si vous avez parlé du généralisme fiscal, la problématique qui se pose, comment on va équilibrer entre l'autonomie des ressources et les dépenses, et aussi l'intégrité financière dans cette globalité. Et merci. Je crois que la première question, c'était le secteur informel. Alors c'est vrai, bon, c'est pas une spécificité de pays du Sud. Il y a des ouvrages, dernièrement, parce qu'on travaillait sur la RDC, la République démocratique du Congo, j'en parlais tout à l'heure, l'installation nucléaire, et donc, bon, comme le seuil d'imposition est va être à partir de 80 000 $ de chiffre d'affaires, bon, ben, une grande partie disparaît, finalement. Mais on s'était posé quand même le problème du secteur informel, on a regardé, j'ai découvert, je suis aperçu, il y a beaucoup d'ouvrages, notamment publiés en Côte d'Ivoire là-dessus. Alors c'est vrai, le secteur informel, ça paraît latino-américain, ça paraît africain, mais il y a le secteur informel italien, important, portugais, français, voilà, dans toute une série, les réparations à domicile, les factures, etc. Bon, alors, pour ce qui nous intéresse, donc c'est pas propre, encore une fois, oui, c'est caractéristique. Bon, c'est pas une caractéristique du Maroc, c'est une caractéristique africaine, latino-américaine, et européenne, et partout. Ça concerne aussi finalement la concurrence fiscale, puisque c'est un des éléments, c'est un des avantages comparatifs ricardiens. C'est évident que l'État le pays qui a un secteur informel important, donc il va produire des sacs, autre chose, parce qu'il n'y a pas une série de charges, c'est sûr qu'un aval pourra vendre de façon plus compétitive. Et il n'y aura pas la charge fiscale. Mais encore une fois, bonne technique de Ricardo, oui, si on supprime le secteur informel, l'avantage de ce pays, qu'est-ce qu'il nous reste? Si on s'est posé le problème du travail des enfants, les ballons de football fabriqués par les enfants au Pakistan, les tapis, parce qu'on utilise la bonne des enfants, ou dans le secteur informatique, électronique, en Chine, parce qu'on va utiliser aussi, on a ici des jeunes filles qui ont travaillé sur les composants, etc. Oui, bon, si on peut travailler, la question s'était posée pour le Portugal, mais pour notre pays, si on arrête et puis les livreurs de lait, de journaux en Grande-Bretagne, qui font les enfants, si on supprime ces avantages, c'est pas bien de faire travailler les enfants, il vaut mieux qu'ils puissent aller à l'école, etc. Mais bon, si on supprime cet avantage, qu'est-ce qu'il a le pays? Le pays, précisément, dans la concurrence fiscale, il a cet avantage terrifiant, pour ceux qui en sont les victimes, cet avantage social. Mais voilà, oui, il y a un secteur informel, encore une fois, dans le secteur de l'agriculture en France et dans d'autres pays en Europe, il y a un secteur informel quand il faut ramasser des fraises en Allemagne, ou en Pologne, ou en Espagne, là en face, pas très loin, en Andalousie. Oui, il y a un secteur informel. Mais ça fait partie de l'avantage du pays considéré. Alors, à partir du moment où on accepte la mondialisation, et les deux faits, il n'y a pas d'accepter ou la refuser, elle est là. À partir du moment où chacun tire avantage de ce qu'il a, et avec la casse sociale que ça entraîne. D'où l'intérêt de la proposition de tout à l'heure, c'est d'essayer de ne pas supprimer les avantages et d'essayer de voir qu'on peut le manager. Alors
qui est-ce qui paye. Bon, c'est vrai qu'il faudrait faire, peut-être les économistes, il y en avoir, peut-être fait les deux colonnes, quels sont les coûts, quels sont les avantages de la mondialisation, et puis les deux colonnes, la comptabilité en partie double, pays par pays. Bon, alors, voilà, le verre à moitié vide, à moitié plein, les Chinois vous diront, ben voilà, on est sorti de sous développement grâce à la mondialisation. Les Brésiliens vous diront, moi je crois que ça a été positif. Le problème maintenant, elle a été sauvage. Bon, on va terminer avec cette période de la mondialisation sauvage. Et le problème maintenant, c'est de l'humaniser et donc de la politiser. Et donc de faire intervenir le champ politique dont je parlais tout à l'heure. Il faut maintenant qu'il y ait une autorité politique qui intervienne. La partie Far West, bon, il faut sortir de la partie Far West avec des gens qui meurent dans le Far West. Mais on connaît tout ce qu'elle a amené de positif à la fin du 19e. Et observez dans quelle période on est, terrible. Depuis 2 ans, spécialement en Europe, on sent là, comme les années fin 19e, ce qu'on appelait le décret de Lévy en France, on sent revenir à la période de Pau, qu'on n'imaginait pas il y a 3 ans, où ça peut se refermer de nouveau. Où tous les États, les mots, regardez les journaux français, il y a 2 jours, Made in France, il y a quelques années, c'était le patriotisme économique, on sent que ça peut ne pas être éternel. Ce qui serait dommage, parce qu'avec tout ce que ça a fait, les échanges qui font partie de ceux qui ont proposé d'avoir un visa automatique pour les chercheurs, on avait parlé un visa automatique pour les chercheurs, pour les scientifiques, qui puissent circuler librement sans remplir des papiers. Ça fait partie des choses que le politique peut faire. Pour le moment, c'est les entreprises qui ont fabriqué la mondialisation, leur marché économique planétaire, elles l'ont fabriqué parce que c'était leur intérêt, à gauche, enfin, pays sud, pays nord. Maintenant, il faut l'organiser. Les droits de douane ne sont plus des formes, et la forme suprême, c'est un minimum de pas gouvernement. Gouvernance, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire pour rester dans le wagon. Alors, qui sont les gagnants et qui sont les perdants? C'est croisé en bilan, comme on disait, celui qui fait le bilan est globalement positif. En bilan, oui, il y a des win et il y a des losers, mais c'est win-win, c'est fait pour être gagnant. Mais visuellement, c'est sûr qu'on a l'impression que la Chine a gagné davantage, que la Brésil a gagné davantage, et que la vieille Europe a beaucoup perdu. Mais c'est cette période de téléfiance, donc ça se rééquilibre. Ce qui était très bas, des croissances fantastiques. Le Brésil, la Chine, ça ne va pas être éternel non plus. Voilà. La Chine va utiliser ses avantages comparatifs, elle a son problème démographique, un enfant par foyer, dont le vieillissement, le problème de retraite, sans parler du problème de pollution, le problème de retraite va se poser, mais ils en ont confiance. Je me souviens avoir visité Guangdong, la province qui est l'atelier du monde, qui est limitrophe de Hong Kong, Guangdong avec les grandes villes, Guangzhou, Shenzhen, etc. Ils ont conscience qu'ils sont engagés dans une course contre la mort. Ils ont une vingtaine d'années pour résoudre un problème de pollution qui ne va pas être rien du tout, un problème de disparition des terres, puisque les aéroports, les rails, les voies ferrées, les autoroutes mangent de la terre, et un problème démographique qui va, enfin, non pas qui va s'inverser, mais qui va poser un grand problème, parce que quand la Chine, bon, le grand slogan c'était quand la Chine s'éveillera, elle s'est éveillée, mais il y a maintenant la deuxième étape quand la Chine vieillira. Et ça va s'enclencher, ça va s'enclencher. Et quand elle va vieillir, elle va avoir le problème de retraite, d'ouverture de personnes âgées, avec juste un enfant pour assurer tout cela. Et là, ça va se rééquilibrer. Puisque, étant arrivé à un niveau, les pays occidentaux ayant baissé, ils sont en train de baisser, les autres à monter, vont finir par se rééquilibrer. Sur le plan économique, il serait plus intelligent de faire l'équilibrage sur le plan politique. On gagnerait beaucoup de temps. L'assurance fiscale touche la souveraineté fiscale de l'État. L'État exerce sa souveraineté. Touche la souveraineté fiscale de l'État.
Étant donné que la loi fiscale est parmi les domaines où l'État exerce sa souveraineté fiscale. Sa souveraineté fiscale. Donc la question est de savoir si les États, c'est ça? La restriction des aides fiscales touche à la souveraineté des États. Et je crois que les États ne l'avaient pas prévu. Par exemple, nous connaissons toutes les difficultés qu'ont connues les banques en Europe. Alors, l'intervention des États en faveur des banques n'a pas été une aide fiscale. Généralement, ça a été ce qu'on appelle une recapitalisation. Et que les États ont souscrit au capital des banques. La plus grande banque en Irlande, par exemple, sont virtuellement des banques d'État. Bon. La Commission a autorisé ces aides. C'était indispensable, sinon les banques allaient faire faillite, le système financier allait s'écrouler. Mais les conséquences fiscales sont énormes. Pourquoi? Parce que ces banques ont actuellement, en raison de la catastrophe qui a suivi 2008, des pertes fiscales récupérables gigantesques. Alors, voyez le paradoxe. Actuellement, il y a un système qui réglemente le capital que doit avoir une banque pour opérer sur le marché, qui dépend de ce qu'on appelle les accords de Bâle 3. Donc, une banque doit avoir un certain capital par rapport à ses dépôts. Et certaines banques poussent le cynisme jusqu'à dire: mais vous savez, nous avons un capital, il est énorme, ce sont nos pertes reportables. Nous allons pouvoir réaliser des bénéfices sans payer d'impôts, parce que nous avons des pertes reportables, il y en a pour 20 ans ou pour 30 ans. Alors, votre question est excellente, ça amène deux interrogations. D'abord, est-ce qu'un État peut supporter que des contribuables aussi importants que les banques ne payent pas d'impôts pendant 20 ou 30 ans? Alors, à ça, il y a une réponse très simple. C'est de remplacer le système de report indéfini des pertes par un système limité dans le temps, comme celui qui existe en France. Donc voilà, vos pertes sont reportables pendant 5 ans, mais pas pendant l'éternité. Et il y a une seconde question que se pose le monde financier. Est-ce que les banques parviendront jamais à utiliser ces pertes? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un capital? Parce que, est-ce que les banques vont redevenir rentables? Ça n'est pas évident. Parce que la contrepartie de ces aides d'État a été que les banques ont dû réduire leur périmètre d'activité, ont dû se séparer de certaines activités. Et donc, elles auront beaucoup de difficultés à retrouver une rentabilité comparable à la rentabilité artificielle qu'elles avaient par ces opérations sur produits dérivés, etc., avant la crise financière. Et donc, ça pose effectivement un très gros problème de souveraineté fiscale des États. D'abord, est-ce qu'ils peuvent accorder l'aide ou pas? Et évidemment, là, ils dépendent de la Commission européenne. Et d'autre part, les effets, alors que cela peut avoir sur leur système fiscal. Mais pour conclure sur cette question, je pense que l'aide d'État est en soi dangereuse pour un État dans la mesure où elle conduit, et c'était une question précédente d'ailleurs, à la destruction des recettes fiscales. Donc, elle porte atteinte à l'intégrité financière des États. Parce que si on se met à se livrer à une concurrence fiscale généralisée, eh bien, ce sont les États les plus faibles en recettes fiscales qui vont être amenés à faire des concessions sans fin et pour finir à porter atteinte à leur propre recettes fiscales. Donc, la limitation des aides d'État par des accords internationaux n'est pas une mauvaise chose, contrairement à ce qu'on peut croire, et cela même pour les pays émergents, qui évitent ainsi une concurrence fiscale effrénée, ce qu'on appelle en anglais race to the bottom. C'est une course au néant où, pour finir, on détruit les recettes fiscales. Et je crois qu'à cela, il faut être effectivement très attentif, car les recettes fiscales, c'est la condition du développement d'un État. On a vu historiquement, parce que le professeur Martinez a aussi des références historiques, que tous les États les États qui ont été puissants, qui se sont développés, sont des États qui avaient des recettes fiscales. Et les États qui ont vu leur système fiscal se désintégrer ont disparu
Prenons un exemple historique manifeste, c'est l'Empire de Byzance, l'Empire romain d'Orient, qui avait des recettes fiscales considérables, qui se sont amenuisées au cours du temps. Là, pour finir, cet État a disparu. Porte sur deux volets. Premièrement, est-ce que cette évolution du droit douanier qui est parvenu à la finalité que les droits de douane sont devenus négociables, est-il ou non un facteur favorisant le groupement ou le regroupement des États en organisation internationale? Le deuxième volet, c'est que est-ce que cette concurrence fiscale vient-elle comme solution ou remplacement à la privatisation dans les pays sous-développés qui n'ont plus rien à privatiser? Merci. شكرا للسادة العروس طبعا العربية وهو وجه الأستاذ جوكر مارتينيز. السؤال هو ما هي الأسس التي تنبني عليها المنافسة الجبائية الدولية؟ ما هي الأسس التي تنبني عليها المنافسة الجبائية الدولية؟ شكرا. أتساءل عن المنافسة الجبائية هل تؤثر على الخزينة العامة يعني الموازنة العامة؟ فمثلا إذا أخذنا النموذج التركي والنموذج المغربي فهما من ناحية البنية الاقتصادية غير متكافئان، فكيف يمكن للمغرب الذي يشكل قطاع غير مهم في اقتصاده أكثر من النصف أن ينافس تركيا منظمة بشكل جيد اقتصاديا؟ يعني الإعفاءات من جانب المغرب ستكون أكثر من الجانب التركي لكي يتم منافسة هذه الدولة التي تنافسه على ما أعتقد في جميع المجالات. البنية الاقتصادية للدول يعني غير متكافئة، يعني كيف يمكن لهذه الدولة التي تكون بنيتها الاقتصادية ضعيفة يعني أنها لا تستطيع الضريبة تحقيق يعني الكفاءة الذاتية للخزينة العامة؟ يعني هل ستلجأ إلى القروض الأجنبية من صندوق النقد الدولي أم هناك حلول أخرى؟ هل يسمح لها المردود الضريبي في أن تنافس دول أخرى منافسة جبائية؟ Imaginons qu'on ait eu à la disposition l'outil technique de la déduction du droit de douane. Tous les problèmes, on aurait eu un effet immédiat et puis on aurait fait un effet à long terme. Bon, il ne faut pas moyen dire. L'effet immédiat, c'est que tous les problèmes que nous vivons, des États mal, de la concurrence déloyale qui existe au sein du marché commun. Parce que l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben oui, on veut bien la construction de l'Europe, mais voilà, on n'a pas le même système fiscal, on n'a pas Moi, je suis vigneron dans le sud de la France, je ne peux pas utiliser des produits phytosanitaires que l'Espagnol utilise. Je suis soumis à des cotisations sociales et d'autres pas soumis à des cotisations sociales. J'ai mon administration fiscale d'abord parce qu'elle existe. Moi, je vis dans un pays où il y a une administration fiscale, donc elle me contrôle. L'autre, il vit dans un pays où l'administration fiscale, bon, ne citons pas la Grèce, elle existe ou elle n'existe pas. Moi, je suis soumis à un cadastre. Je suis soumis à un cadastre viticole. Si je plante un pied de vigne, l'administration le sait tout de suite, alors que mon concurrent espagnol et portugais, bon, plante de la vigne, puis on le sait ou on ne le sait pas. C'est ce dont souffrent les gens, parce que la concurrence n'est pas loyale. Avec les droits de douane, le système des droits de douane déductibles, bon, qu'il y ait cadastre, qu'il n'y ait pas cadastre, qu'il y ait administration fiscale, qu'il n'y ait pas administration fiscale, quelles que soient les conditions, peu importe les conditions, en toute hypothèse, il y aura le droit de douane et l'autre ne perdra pas. Alors ça entraîne un effet pour les unions douanières et ça entraîne un effet pour les unions économiques colossales, c'est que très vite, les États assimilent le message. Mais ça ne sert à rien de faire du dumping si je fais du dumping, ou ça ne sert à rien de faire du protectionnisme. Que je fasse du dumping ou que je fasse du protectionnisme, avec le système des droits de douane déductibles, tout sera neutralisé.
le rêve de Maurice Lauré que l'impôt soit neutre. Avant de mourir, Maurice Lauré a écrit un dernier livre, il a une grosse production littéraire, et scientifique. Et avant de mourir, il faisait ses livres à partir du cours qu'il faisait dans notre séminaire, le séminaire du professeur Philippe Berne et de moi-même. Donc il donnait l'enseignement pendant 2, et puis ça faisait un livre de Maurice Lauré. Et le dernier livre s'appelait Les impôts gaspillés. Là, Maurice Lauré dit la fiscalité ne doit pas perturber les mécanismes naturels de fixation des prix. Il y a des mécanismes naturels de fixation des prix par le jeu économique, etc. Et il ne faut pas que la fiscalité vienne perturber ce mécanisme. Un prix, c'est fait pour donner une information. Ça veut donner une information, combien ça a coûté pour produire la bouteille, combien ça a coûté pour produire un tapis. Et il faut que l'info qu'il me donne soit exacte. Mais si là, on dit la fiscalité, le droit social vient perturber l'info qu'on me donne sur le vrai prix du tapis, sur le vrai prix de la bouteille, elle est fausse. Et Maurice Lauré, c'était toute son œuvre scientifique, il ne faut pas perturber les mécanismes naturels de formation des prix. L'impôt doit être neutre. Il ne faut pas que par un avantage, c'est pour ça qu'il est parti en guerre contre l'interventionnisme fiscal. L'interventionnisme fiscal paraît sympathique, mais c'est pas possible à la fin. On ne sait plus qui produit quoi, combien ça coûte, est-ce qu'on donne un avantage, est-ce que le restaurateur il a un avantage, il n'a pas un avantage, selon qu'on mange, on emporte le sandwich, qu'on le mange sur place, etc. Et le gros avantage de la TVA, c'est que c'est neutre, que vous produisiez encore une fois en 2 coups, en 3 coups, en X coups. Et le gros avantage du droit de douane déductible, c'est que ça assure la neutralité. Vous pouvez avoir le code du travail que vous voulez, le code fiscal que vous voulez, le code de l'environnement que vous voulez. Bon, vous pouvez essayer de tricher, de jouer, de surjouer. Avec le système des droits de douane déductible, tout se neutralise. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh ben, vous avez assimilé le message et vous cessez de manipuler votre système fiscal pour perturber l'information. Eh bien, si l'Union européenne avait pratiqué ce système, au bout de quelques années, ben, les États baltes, l'Irlande et les différents États auraient cessé de jouer sur le casier fiscal. Qu'est-ce qui se serait produit? Les droits de douane déductibles ayant assuré la neutralité complète, eh bien on aurait tiré la conclusion, bon ben les amis, puisqu'on ne peut plus jouer avec la fiscalité, eh bien on va accepter tous avoir la même fiscalité. Et le miracle auquel on ne peut pas arriver, et qui est une nécessité, l'Union européenne est dans un moment terrible, parce qu'elle a une monnaie unique, et sa monnaie unique lui permet le commerce. Comme je vais en Belgique, comme je vais dans n'importe quel pays, et enfin, les pays qui ont l'euro, et je mesure, mon instrument de mesure est le même, l'euro, je mesure les valeurs, c'est sûr que ça favorise les relations, ça favorise le commerce, mais là aussi, ça favorise les inégalités. Parce que les inégalités fiscales, les inégalités sociales, les inégalités environnementales se trouvent potentialisées, puisque ma monnaie unique favorise le commerce. Et bien, si j'avais les droits de douane déductibles, au bout d'un moment, les États seraient acculés à devenir raisonnables, puisque le fait d'être déraisonnable ne leur amènerait plus aucun avantage. Et il y a peine de raide qu'on aurait fait un système fiscal unique, en tout cas pour ce qui est fondamental pour le fonctionnement du marché. Et on aurait gagné un temps fou. Combien de temps va-t-on encore passer pour accepter d'avoir un impôt sur les sociétés, sinon commun, non, avec la base commune? Et pendant ce temps perdu, ben, entraîne la situation que l'on voit. Donc cela ferait gagner aux pays africains qui rentrent dans des unions économiques et dans des unions douanières, leur ferait gagner un temps fou et leur éviterait les erreurs que l'on a. Si on avait pris la voie de la déduction des droits de douane en 1993, au lieu brutalement la suppression et avant, on aurait gagné un temps fou. Mais bon, voilà. Donc c'est au contraire, finalement, c'est un raccourci pour devenir raisonnable. C'est oublié. Naturellement, les gens ne sont pas raisonnables. Naturellement, on peut se prendre le pas, donc on n'est pas raisonnable, naturellement. Bien sûr que ce serait intéressant dans une famille qu'on ne se rentre pas dedans, qu'on soit... c'est comme ça. Il y a un chien qui est plus costaud que l'autre, on peut lui manger dans le plat, etc. Et puis il dit, moi je suis le plus fort. Eh bien, il faut des mécanismes qui obligent à être raisonnables. Et ça, c'est un mécanisme qui oblige à avoir une mondialisation raisonnable. Au bout d'un moment, les Chinois disent
4 ans, 5 ans, 10 ans, comprendrait que ce n'est pas la peine de faire un dumping environnemental parce que ça n'entraîne pas davantage comme ça. Et l'autre qui fait un hyper-protectionnisme, ben, il deviendrait raisonnable. Et tous les raisonnements que l'on entend, le patriotisme économique, le made in ceci, le made in cela, mais tous ces tics finalement qui sont, voilà, c'est une facilité du moment, ben, tout ça disparaîtrait parce que, bon, on pourrait jouer à ça, mais le droit de douane déductible le neutraliserait. Il y avait une autre. Oui, la question était, est-ce qu'il est possible de dégager des principes fiscaux qui puissent servir de base à la concurrence fiscale, à ce qui est licite et illicite? Et je pense que oui. Alors, c'est évidemment beaucoup plus facile dans un cadre institutionnel qui existe comme l'Union européenne, où il y a des institutions qui ne peuvent pas, sauf en ce qui concerne les aides d'État, s'occuper de cela, puisqu'il y a la souveraineté fiscale des États. Mais on pourrait le concevoir. C'est également possible à l'égard d'États qui ne peuvent être liés que par des traités bilatéraux ou multilatéraux, parce que rien n'empêche des États qui concluent des traités fiscaux. Le Maroc a des traités préventifs de la double imposition avec une série de pays, dont la France, la Belgique, etc. Mais on peut parfaitement introduire dans ces traités des principes fiscaux. On vous dit souvent, on ne va pas accorder certains avantages à des États qui ne perçoivent pas un taux d'impôt minimum. Vous en parlerez demain, chers collègues, un paradis fiscal, par exemple un pays où le taux d'impôt n'atteint pas 15%. Eh bien, tout ça peut se mettre dans des traités bilatéraux. Alors, quant à l'Union européenne, il est évident, particulièrement quand on dit ces pays qui sont dans la monnaie unique, qu'il est impossible d'avoir une monnaie sans État. Or, l'Eurogroupe n'est pas un État. Alors le résultat, c'est quoi? C'est ce que nous voyons actuellement, ce qui était parfaitement prévisible, mais qu'on n'a pas mis en œuvre au départ. Au départ, on a dit, mais voilà, écoutez, oui, bien sûr, il va y avoir des règles budgétaires, des règles fiscales en définitive. Vous ne pouvez pas dépasser 3% de déficit par an, votre dette publique ne peut pas dépasser 60% de votre produit intérieur brut. Quant à savoir si c'est une bonne mesure ou pas, ça c'est autre chose. Et puis, immédiatement, on a dérogé à ces règles. Et les premiers qui ont dérogé, c'est l'Allemagne et la France, les pays les plus importants. Et puis maintenant, on s'étonne qu'il y ait des problèmes, parce que les économies fonctionnent à des rythmes différents, parce qu'il n'y a pas de ministre des Finances européen. Eh bien, si on veut une monnaie unique, il faut un ministre des Finances européen. Quels doivent être ses pouvoirs? C'est à déterminer. Mais il faut qu'il ait le pouvoir de faire observer par les États un certain nombre de principes fiscaux. Ça peut aller très loin, et c'est une limitation à la souveraineté des États. Un État veut faire des investissements gigantesques, eh bien, il ne peut pas faire des investissements gigantesques s'il n'a pas les ressources fiscales nécessaires et s'il doit recourir trop largement à l'emprunt, parce qu'il va affaiblir la monnaie commune. Et donc, oui, ça c'est la rançon d'une monnaie commune. Alors, sans aller jusqu'à la monnaie commune, si on veut avoir des relations économiques équilibrées, je pense qu'il faut des principes fiscaux, comme il y a des principes économiques. فيما يتعلق بالسؤال اللي طرح هل يمكن تصور وجود أسس جبائية تصبح كأساس للتنافسية؟ يقول الأستاذ منال بأنه ممكن، وهذا على مستوى الممارسة نلمسه في إطار اتفاقيات الدول التي تبرمها الدول، وكذلك نلمسه في إطار الاندماج الذي يقع في بعض الجهات مثل كالاتحاد الأوروبي الذي وضع بعض الأسس الجبائية الموحدة، ولكن كما قال تبقى أنها دائما دون المستوى اللازم، وأثار مشكلة العملة الأوروبية الموحدة، التي هي تعرف الآن تعاني من مشاكل عديدة على أساس أنه لا توجد دولة أوروبية. بمعنى عندنا دولة فيدرالية أوروبية لا توجد، عندنا مجموعة من الدول تجتمع فيما بينها، ولكن ليس هناك سلطة فوق الدول، وبالتالي هذا مشكل. وبمعنى على أنه هذا يدخل في إطار وضع المبادئ التي تصلح في المادة الجبائية، ينبغي أن تكون هناك سلطة أعلى فوق الدول. Vous avez une autre question, professeur Martinez. Est-ce qu'on peut concevoir la concurrence entre États inégaux?
c'est précisément, c'est comme le pôle, comme l'électricité, le pôle plus et le pôle moins. Précisément, la concurrence implique, c'est encore une fois Ricardo, elle implique l'inégalité, finalement. C'est l'avantage qu'a l'autre qui va lui permettre d'être compétitif. Mais vous sentez bien que ça, Jacques Malherbe le citait tout à l'heure, le dicton, je ne sais pas, anglais, qui est excellent. C'est, dans un premier temps, c'est sympathique, la concurrence. Mais dans un deuxième temps, c'est dévastateur. Voilà, et tout le monde est, c'est pas oui, c'est loser. C'est dommage, Norma Cavaliero, pour des raisons, non pas de mondialisation, mais de papier, de repliement de la France, de titre de séjour. Voilà, c'est pas très de mal tourné. N'a pas pu. Voilà un exemple, là, une Colombienne qui est à Paris sur un problème de papier. Bon, voilà. Mais dans son rapport, c'est excellent. Elle explique bien l'exemple difficile. Elle explique bien l'exemple parfait. Voilà, les États, les 26 États brésiliens se livrent une guerre fiscale terrible. Puis en gros, ils ont la TVA, l'ICMS, imposto mercadoria et servicios. Ils se livrent une guerre terrible pour attirer, comme toujours pareil, viens chez moi, il y a les raviolis. Donc pour attirer les investisseurs, etc. Et comment la guerre se fait dans la même façon, à coup de baisse des taux, à coup de réduction des assiettes. Et un pays qui a besoin d'investissement. Voilà. Et alors les États fédérés veulent tous garder la TVA. Évidemment, la solution intelligente serait la réforme. Norma Cavaliero l'explique bien, la nouvelle présidente de la réforme. Après des années, la réforme est en cours, le projet de février-mai, tout aussi bien à l'instant où je parle, je n'ai pas suivi, c'est peut-être fait. La solution intelligente aurait été évidemment que la TVA soit fédérale. Bon, ça, c'est la logique fédérale. Mais l'exemple brésilien est excellent. Voilà des États qui ont besoin de sous et qui se créent eux-mêmes une hémorragie pour attirer des investisseurs. Dans un premier temps, ils ont des investisseurs. Dans un deuxième temps, tout le monde est perdant. Donc il faudrait mieux trouver la solution de bon sens. Donc, encore une fois, comme les vieilles personnes, je vois bien tout là, les droits de la déduction des droits de douane serait la façon de payer. Ce qui est sûr, c'est ça qui est le vrai message. Une voiture, ça peut aller en avant ou ça peut aller en arrière. Voilà, bon, éventuellement, ça peut aller dans le fossé. Ce qui n'est pas une hypothèse fausse. Voilà. Eh bien, les mécanismes économiques, la mondialisation économique, le marché, ça nous a fait aller en avant. Et maintenant, le politique est en retard. Alors, le politique est en retard, il a deux solutions. Abini, vous êtes allé trop loin, j'arrive plus à vous attraper. Alors, soit il tire tout le monde en arrière, Badine Marocco, Badine France, Badine tout ce que vous voulez, le patriotisme économique, on revient tous en arrière. Bon, il est difficile de revenir en avant. Bon, on revient tous en arrière, on ferme la souveraineté fiscale, on s'enferme. Voilà, ça c'est une solution qui s'esquisse pour des raisons, quand ça va mal, on s'enferme dans la maison. Ou on va en avant, voilà, mais je parle du politique. Encore une fois, l'économique lui a imposé une situation qui est la mondialisation. Ou il rattrape l'économique parce qu'il a du retard sur l'économie, ou il demande à l'économie de reculer. Voilà, ou on va en avant dans la mondialisation et on met un minimum d'organisation politique ou d'outils du type de droit de douane déductible qui permettent, tout en restant dans le cadre des nations, de gérer en commun, de piloter en commun des sociétés qui se mondialisent, où on va en arrière. Voilà. Mais on est dans un moment clé de l'humanité, dans un moment clé. Encore une fois, le téléphone portable, la télévision nous ont mondialisés. Nos yeux voient le monde, nos oreilles entendent le monde, mais la même politique n'arrive pas à attraper le monde encore, voilà, parce que le monde est loin. Et c'est cette phase terrible, donc il dépend des professeurs de droit. Ils doivent inventer les outils. Ils doivent inventer les outils juridiques et politiques pour piloter des sociétés humaines qui se sont planétisées, comme ça s'est passé au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y a quelques juristes, je trouve qu'ils étaient français, Jean Boudin, qui ont inventé les outils, la souveraineté, donc qui impliquait le territoire, la nation. Les Anglais ont inventé le Parlement en 1215, bientôt ça fera 800 ans. Voilà des outils avec lesquels nous gérons le Parlement, la démocratie représentative, le territoire, la nation, la souveraineté. Voilà, il n'y a pas 50 000 outils, il y en a
a quelques-uns avec lesquels nous pilotons tous sur la planète. Et bien maintenant, et c'est en gros des outils, bon, voilà, ils sont au mieux 4-5 siècles, dans la souveraineté de Jean Bodin. Et bien maintenant, nous avons, nous, juristes, l'obligation d'inventer des instruments politiques qui vont permettre de piloter des sociétés humaines qui se sont mondialisées. Donc les hommes politiques ou les dirigeants sont des garagistes qui doivent inventer une nouvelle boîte à outils pour piloter des sociétés humaines. Et en attendant qu'ils inventent, les sociétés souffrent, parce qu'elles sont déjà tiraillées. L'économie, l'information, le portable, la technologie ont amené ces sociétés au niveau planétaire, et les outils politiques ne sont pas à ce niveau planétaire. Et ces sociétés sont tiraillées. Alors, tous les succès de la décentralisation et des Girondins, parce que quand ça devient trop grand, ça me donne le vertige, je ne comprends plus, je ne sais plus comment le traiter, j'en ai marre, je rentre à la maison, je m'enferme sur ma ville, sur ma province, sur mon truc, et je fais la décentralisation, parce que ça, au moins, je comprends. Donc la mondialisation et la décentralisation sont allées en même temps, parce que le vertige que donnait la mondialisation a amené les gens à éprouver le besoin de se replier sur ce qu'ils pouvaient, le régionalisme, la région, la décentralisation, la commune. Ça, au moins, ils maîtrisaient le trottoir, le maire, ils savaient où il était, le wali, ils le voyaient quand même. Mais c'était qu'une solution de repli devant quelque chose qui perturbait. Et non, la vraie solution, c'est, encore une fois, d'inventer des outils. Et là, on n'invente pas la roue comme ça en 5 minutes, on n'invente pas les grands outils qui ont changé l'humanité en 5 minutes. Et ça, c'est le défi des professeurs de droit et des penseurs. Il ne s'agit pas d'apprendre sans arrêt aux étudiants Montesquieu, il a raconté qu'il y a 3 pouvoirs, qu'on va faire des checks en balance, on va s'équilibrer. Oui, c'est mignon tout ça. On a pu le raconter pendant un siècle ou deux, ça marchait, mais ça ne marche plus. Et donc il y a un effort d'imagination qu'il faut faire maintenant. Il est là le défi, quoi. Les intellectuels sont devant le défi, et pas devant les solutions. On retourne à la maison, on s'enferme, on se met tous en position fétale, et on attend que ça passe. شكرا أستاذ. خلاصة الجواب للأستاذ مارتينيز هو أنه المنافسة لا يمكن أن تكون إلا بين أطراف غير متساوية. هذا هو لأنه إذا تساوت ما كتبقاش منافسة، بقدر أنه ملاحظ أنه في هذه المنافسة الجبائية أن الدول التي تفتقر إلى الموارد هي التي تلجأ إلى بعض الحلول التي تضر بخزينتها، بمعنى أن الدول المتخلفة في هذه الحالة هي التي تمنح إعفاءات جبائية هامة، وبالتالي تحرم خزينتها من مداخل. وفي نهاية الرد أنه قال أن المشكل المطروح الآن وهو أنه سواء الأساليب القانونية ولا الأساليب الاقتصادية أصبحت متجاوزة أمام الوضع الحالي، بمعنى على الإنسان أن يبتكر حلول جديدة. كاين الحل كما قال أنه الحل الواحد أنه نقول بسيادة الدولة وتنطوي على نفسها، هذا غير حل، لا يفيد في شيء بقدر ما أنه يثقل ويؤزم وضعية الدولة في حد ذاتها. أظن كاين هناك مداخلتين وبها ننهي. كاين sur sa brillante intervention au programme du Forum international sur la concurrence fiscale, qui est un thème important parce qu'il touche directement le développement économique du pays. Tout d'abord, mon intervention est constituée par 2 questions. La première, je me suis demandé si l'Europe cherche encore une assiette fiscale adéquate, consolidée. Est-ce que vous ne voyez pas avec moi que c'est déjà, comme je le signe, comme un signe que la recherche d'une assiette mondialisée est une chose, une tâche difficile à atteindre. La deuxième question, c'est que si vous trouvez, est-ce que vous ne trouvez pas que la politique de détection des droits de douane est considérée par vous comme une solution adéquate basée sur un mariage efficace entre le libre-échange et le protectionnisme? Mais quels sont les mécanismes qui doivent être mobilisés pour arriver à ce stade?
C'est parce que le plan pratique, c'est le plan le plus difficile, toujours pour arriver à des solutions qui doivent être bien sûr appliquées par tous les pays au niveau mondial. C'est parce que passer des blocs au niveau mondial, c'est déjà un problème qui concerne tous les pays, que ce soit de l'Europe ou que ce soit du tiers-monde. Et merci. Tout d'abord, je vous remercie pour vos deux interventions, ainsi que la direction de M. Thierry, qui était à la hauteur. Alors, sans trop tarder, je me présente, M. Amrous, sociologue dans la faculté de droit. Alors, je pose la question suivante, bien sûr, qui s'adresse à vous deux, à vous les trois, même si Thierry peut y répondre. Peut-on établir des règles communes pour, bien sûr, calculer la base imposable à l'échelle planétaire? En cas de l'affirmative, bien sûr, quelles sont les modalités pour qu'elles soient respectées? Bien sûr, c'est une grande question, parce que M. Martinez a déjà parlé à l'échelle européenne et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Merci. Avait pu être parmi nous. Elle a fait une comparaison, une thèse extraordinaire de 4 volumes, entre les codes fiscaux de pratiquement tous les pays du monde. Et on s'aperçoit que la façon de définir l'assiette fiscale, l'impôt sur le revenu par exemple, est assez semblable dans tous les pays du monde. Donc il ne serait pas très difficile d'établir une assiette commune. Bien sûr, vous aurez toujours des interventions parlementaires, je parle en présence d'un brillant parlementaire. Et bien sûr, le député d'Oujda dira toujours au député de Marrakech, je voudrais qu'il y ait telle mesure, parce qu'il favorise l'agriculture dans la région d'Oujda. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir une assiette commune. Oui, c'est possible. Alors, comment la faire respecter? Ça, bien sûr, il faut alors un mécanisme de traité international. Est-ce qu'on pourrait avoir un organisme fiscal international? La question a été posée. Nous avons l'OMC dans le domaine du commerce international. Rien n'empêcherait d'avoir une organisation internationale de la fiscalité qui est d'un certain poids. Ce serait un peu comme l'OCDE, évidemment l'OCDE, tous les États n'en sont pas membres. Mais si nous avions une organisation fiscale avec des pouvoirs et à laquelle les traités se référeraient, qui aurait un pouvoir d'intervention, avec éventuellement un tribunal fiscal international, un peu sur le modèle de la Cour des droits de l'homme ou de la Cour européenne de justice, c'est tout à fait concevable. C'est tout à fait concevable. Donc, après tout, la fiscalité, ça concerne pratiquement la moitié de nos revenus, la moitié de notre produit intérieur brut.